Bonjour. Aujourd'hui, on va entamer la deuxième partie de mon module système d'information. Alors, dans la première partie, on a conçu notre base de données. Donc, à travers la méthodologie qu'on a utilisée, la méthodologie MERIS, on a pu développer notre base de données. Maintenant, dans la deuxième partie, on va traiter justement l'application et le logiciel qui exploite cette base de données, à savoir le système gestion base de données. Alors, le système gestion base de données, bien sûr, c'est le noyau, c'est le processeur d'information qui permet d'exploiter la base de données. C'est le seul qui a cet accès, comme on a vu dans l'architecture du système d'information, c'est le seul, bien sûr, qui a le privilège d'accéder à la base de données. Alors, bien sûr, donc, on va essayer de se référer un petit peu d'un point de vue historique. Donc, l'informatique a été utilisée pour effectuer des calculs. Dans un premier temps, donc, c'était un élément qui va accélérer, qui va simplifier nos calculs, que ce soit des calculs qui incluent des équations différentielles, des calculs matriciels, etc. Après, on a vu que cette simplification, elle est aussi utile dans un autre domaine qui est justement le domaine de traitement de l'information. Et là, on a commencé à voir l'informatique dans la gestion des grandes quantités d'informations, donc à savoir, par exemple, le domaine de bureautique et d'autres domaines qui exploitent et qui génèrent plus d'informations. Alors, pour le système d'information, et en particulier le système gestion base de données, comme on a vu dans notre première approche, on a dit que le système d'information, on va l'imaginer comme une boîte noire. Et justement, cette boîte noire, au début, on a essayé de localiser, de situer cette boîte noire par rapport à son environnement externe. Et on a vu les flux d'entrée, les flux de sortie. Donc, on a des flux d'entrée comme des informations. Et à la sortie, on a encore des informations traitées. Mais maintenant, on va essayer de voir ce qui est à l'intérieur de cette boîte noire. Bien sûr, les différentes fonctionnalités, justement, de notre système d'information et en particulier de notre système gestion base de données. Alors, les principaux fonctionnalités du système gestion base de données sont les suivantes. C'est-à-dire, elle est dédiée au stockage des données et aussi aux manipulations de données, c'est-à-dire à l'exploitation de données. Alors, on détaille justement ces deux grandes catégories de fonctionnalités. On va trouver justement la gestion de stockage. Donc là, on est confronté à des volumes énormes de données. Donc, on doit justement stocker. Et là, il y a cette approche justement de gestion de stockage physique. C'est le système d'exploitation qui s'en charge. Et le système gestion base de données, il essaye justement d'imposer une certaine organisation de stockage. C'est pour ça qu'on va voir que la plupart des systèmes gestion base de données passent par un stockage virtuel, un stockage logique. Et ce stockage logique, bien sûr, il est suivi au niveau du système d'exploitation qui va se charger du stockage physique. Après, on va voir que le système gestion base de données, elle est responsable de la persistance des données. C'est-à-dire les données doivent toujours exister par rapport aux différents programmes, aux différentes applications qui les génèrent. Donc, les programmes qui génèrent justement ces données, le stockage de ces données va nous permettre d'avoir une persistance de ces données. Ensuite, on va voir aussi la fiabilité. Donc, la fiabilité, c'est de rendre ces données disponibles, quelles que soient les conditions. Alors là, ça fait référence justement aux différents mécanismes de gestion de tolérance en panne, c'est-à-dire les systèmes de gestion de base de données ont une tolérance en panne. Alors quand je dis tolérance en panne, bien sûr, il y a deux grands mécanismes qui rentrent justement dans ce contexte. Il y a la détection des erreurs, la détection des pannes, et puis il y a la correction des pannes. Alors, si, par exemple, une application elle est dotée d'une tolérance en panne, ça veut dire qu'elle est capable de détecter dans une première phase et puis corriger justement la panne. Alors, cette correction permet justement de rendre ces données disponibles, ce qui donne justement cet aspect de fiabilité. Quatrième point, donc, concerne justement le fait que le système de gestion base de données permet de donner des droits d'accès aux données.
des privilèges aux utilisateurs. Donc ça, c'est le rôle justement de l'administrateur de base de données. Donc il donne des droits d'accès, des privilèges sur des données, et ça nous donne un contexte de sécurité et de confidentialité. Alors la confidentialité aussi, donc on la voit justement dans l'authentification, c'est-à-dire on ne peut pas accéder à notre système de gestion de base de données si on n'a pas un compte avec un mot de passe qui le protège. Cinquième point donc, concerne la cohérence. Donc la cohérence de données veut dire que même si on a de multiples accès concurrents, automatiquement on a une cohérence. C'est-à-dire si on a par exemple des utilisateurs qui utilisent tous la même table, automatiquement les opérations qui s'effectuent sur la table, même si on a plusieurs opérations, plusieurs utilisateurs qui accèdent, on a une cohérence de données. C'est-à-dire si on supprime par exemple une donnée, les autres utilisateurs vont voir que cette donnée a été supprimée. Donc, on a un mécanisme transactionnel. Donc, on va voir ce contexte en détail. On a un mécanisme transactionnel qui permet justement de gérer cet accès concurrentiel. Et aussi, donc, il y a d'autres mécanismes comme la sérialisation, comme par exemple le verrouillage. Donc, ça nous permet justement de rendre la base de données toujours en état cohérent. D'ailleurs, un système de gestion en base de données, si on le démarre, donc il y a toujours un serveur dédié derrière la base de données. Ce serveur vérifie toujours que la base de données est en état cohérent avant de justement de rendre service aux différents clients. Le sixième point concerne l'interface homme-machine. Donc, il y a toujours une convivialité et une simplicité d'utilisation pour les utilisateurs qui ne sont pas informaticiens. Par exemple, c'est les utilisateurs finaux, comme par exemple les caissiers, comme par exemple les opérateurs de saisie. Et puis, on a aussi la possibilité de distribuer les données donc, sur plusieurs sites, et ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle les bases de données réparties. Donc, ça simplifie l'utilisation des différentes données, ça segmente donc à travers une segmentation qu'on fait, soit une segmentation horizontale ou verticale ou mixte. Donc, ça permet justement de développer une stratégie d'utilisation à travers la distribution des différentes tables, des différents schémas de base de données sur différentes nœuds. Et puis, il y a une optimisation. Donc, j'ai parlé un petit peu au niveau de la gestion du stockage. Donc là, le transfert entre la mémorisation ou le stockage logique et le stockage physique. Donc, il y a une optimisation qui se fait donc à travers un certain nombre d'algorithmes qu'on développe dans ce sens. Un autre aspect qui est très très important dans le cadre justement de l'étude fonctionnelle du système de gestion base de données, c'est que on voit toujours le système de gestion base de données à travers justement un certain nombre de niveaux. Donc il y a un niveau physique. Donc, il se charge de tout ce qui est gestion de stockage, gestion d'accès, de concurrence aussi, de fiabilité, de transfert entre la mémoire logique et la mémoire physique, les structures d'indexation, l'exécution des programmes objets, donc c'est la couche applicative, donc qui accède aux différentes données, et puis les optimiseurs de requêtes. Donc, tous ces éléments-là se trouvent dans le niveau physique ou dans la couche physique. Par contre, dans la couche logique, donc on va trouver la sécurité, c'est-à-dire la confidentialité. Donc là, c'est l'authentification, c'est-à-dire avant d'accéder même à notre système de gestion de base de données, donc il y a une interface qui est très importante, donc qui se charge de l'authentification. Et puis la gestion de l'intégrité. Donc il y a une partie justement de la gestion d'intégrité, et cette gestion d'intégrité, c'est celle qui nous donne cet aspect de cohérence de base de données. Et puis, il y a un niveau externe, donc tous les deux niveaux donc, sont des niveaux internes pour un système de gestion de base de données, et puis on a un niveau externe donc, qui est représenté par l'environnement de programmation qui se trouve à l'extérieur, c'est-à-dire le langage de programmation que vous utilisez, qui utilise des requêtes, qui encapsule des requêtes et qui les envoie justement au niveau interne de notre système de gestion de base de données. Et là, on parle aussi des interfaces graphiques. Alors, pour un système de gestion de base de données, il y a deux aspects. Il y a un aspect statique et un aspect dynamique. Un aspect statique représenté par un schéma qui est fixe, un schéma qu'on ne change pas. C'est-à-dire, on peut agir sur ce schéma-là, on va voir que les manipulations qu'on peut faire, c'est-à-dire, on peut changer le schéma, mais le schéma, on le change si on a un besoin, justement, à travers ce que nous impose, justement, un programme qui se trouve au niveau externe. Et il y a justement
les changements qui se font d'une façon instantanée. Donc, à chaque instant, on peut insérer, par exemple, un enregistrement, on peut supprimer un enregistrement ou modifier. Et là, ça représente l'aspect dynamique. Donc, on nomme justement instance. Donc, il y a le schéma de base de données. C'est justement la structure logique de la base de données. Et si on parle de schéma de base de données, c'est l'ensemble des schémas de différents objets qui existent dans la base de données. C'est-à-dire, la plupart du temps, on trouve des tables et des vues. Et là, on parle justement des différents schémas des tables qu'on vient justement de créer. Et là, ça nous fait justement, ça fait référence à cette étape de Mérise qui représente justement le modèle logique de données. Donc, dans le modèle logique de données, on a défini un diagramme graphique donc qui représente les tables avec leur composition. Et bien sûr, il représente aussi les différentes migrations, les différentes contraintes, si vous voulez, d'intégrité qui vont apparaître au niveau organisationnel. Et on avait justement une autre représentation qui est la représentation textuelle. Donc cette représentation textuelle nous permet justement de définir ce schéma-là. Donc l'ensemble des schémas des tables définit le schéma justement de notre base de données. Par contre, dans l'instance, on va trouver le contenu qui peut être arrêté à chaque instant. Donc, à chaque instant, on peut avoir un contenu spécifique justement pour la base de données. Alors, il y a deux grands principes qu'on respecte, comme on l'a fait dans la conception. On a vu le principe de dépendance fonctionnelle, le principe justement de non-redondance, et là, on a deux autres principes qui s'ajoutent justement dans cet environnement de base de données, à savoir le principe d'indépendance physique et le principe d'indépendance logique. Alors, le principe d'indépendance physique, c'est toujours la relation qui existe entre les applications qui génèrent les données et la structure, justement, physique de la base de données. Donc, les applications qui manipulent la base au niveau logique ne doivent pas être réécrites, c'est la structure physique qui est modifiée. Donc, si on modifie une structure physique, c'est-à-dire si on ajoute, par exemple, des colonnes à nos tables ou si on supprime des tables, ça n'a pas d'impact sur les applications qui manipulent justement ces données-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas besoin, on n'est pas censé modifier nos applications parce que nos structures physiques ont été modifiées. Donc, les applications sont indépendantes physiquement, justement, de nos données. De même pour l'indépendance logique, maintenant c'est l'inverse. C'est on modifie le niveau logique, c'est-à-dire on modifie les applications, bien sûr. Si on modifie les applications, ça n'a pas d'impact justement sur les structures physiques qu'on a développées. Donc là, c'est des principes qu'on respecte justement au niveau système gestion base de données. Alors maintenant, si on utilise un système gestion base de données, bien sûr, je reviens un petit peu à notre schéma. Alors ça, c'est un schéma qui est très important. On a vu ce schéma-là pour le cas général, mais on va voir justement ce schéma pour un système gestion base de données. Alors pour un système gestion base de données, la base d'information est devenue la base de données et le processeur d'information, c'est le système gestion base de données lui-même. Et on a dit que à partir de l'extérieur, les utilisateurs ne peuvent accéder qu'au système gestion base de données. Par contre, c'est le système gestion base de données, c'est le seul qui est habilité à accéder à la base de données. Et les utilisateurs accèdent justement à ce système gestion base de données à travers un langage de développement. C'est-à-dire, toutes les manipulations qu'on peut faire pour un système gestion base de données, on le fait à travers un langage de programmation. Donc, il y a toujours un langage qu'on utilise pour, par exemple, le développement, pour le requêtage, pour l'administration et pour l'optimisation aussi, le tuning, etc. Donc là, on a besoin d'un langage justement d'interrogation, ce qu'on appelle un langage d'interrogation. Alors, ce langage d'interrogation, bien sûr, il aura des spécificités. Ce langage d'interrogation, il doit être capable de créer les données, de manipuler ces données-là, c'est-à-dire manipuler les structures, manipuler le concept, c'est-à-dire le schéma justement de la base de données, le schéma des tables. Elle doit être capable aussi de supprimer ces objets qu'on crée au niveau de la base de données. Ça, c'est un contexte qu'on appelle contexte LDD, c'est-à-dire ça doit être un langage de définition
de données. Donc ça, c'est le premier élément. C'est-à-dire, il doit être capable d'agir sur le schéma de la base de données. Ça, c'est important. D'accord? Après, ça, c'est un contexte qui est très important au niveau de la création des bases de données. C'est pour ça que je vous envoie un petit peu au passage MLD-MPD. On a dit que le passage MLD-MPD, c'est-à-dire modèle physique de données vers modèle logique de données vers le modèle physique de données, on doit avoir une information sur le système de gestion de base de données. Et à partir de cette information, bien sûr, on va choisir un langage et on va écrire un script qui permet de créer justement les éléments de cette base de données. Donc ça, c'est le script, si vous voulez, c'est le code qu'on a justement développé au niveau MPD et qui permet justement de créer tous les éléments de notre base de données. Alors ça, c'est le premier contexte, d'accord? Et puis, on a le deuxième contexte. Le deuxième contexte, maintenant, au lieu de parler de langage de définition de données, maintenant, on doit avoir aussi un langage de manipulation de données. Donc, ça doit être aussi ce langage d'interrogation. On impose à ce que ça soit aussi un langage de manipulation de données. Et maintenant, au lieu d'agir sur le schéma, bien sûr, il va agir justement sur le deuxième aspect de la base de données qui est l'instance. Donc l'action se fera justement sur la base de l'instance. Alors là, donc on a vu le langage qui va agir sur l'instance et maintenant ce qui va changer ou ce qui caractérise l'instance, bien sûr, c'est le contenu, c'est les différentes nuplées. Maintenant, on va essayer de manipuler les données. Créer, ajouter par exemple des nuplées, supprimer des nuplées, modifier des nuplées, c'est à l'inverse du contexte LDD qui agit lui sur justement le schéma, c'est-à-dire il va ajouter des colonnes, supprimer des colonnes ou modifier des colonnes. Bien sûr, donc ça c'est les deux aspects qui sont plus utilisables si vous voulez. Et puis on aura un autre aspect maintenant, c'est l'aspect contrôle de données. Et là, il va agir sur les droits et les droits et les privilèges donnés aux utilisateurs. Donc là, il va agir justement sur les droits et les privilèges. Donc, je résume. Un langage d'interrogation doit être un langage de manipulation de données, un langage de définition de données et un langage de contrôle de données. Donc ça, c'est les points les plus importants, justement, au niveau langage. On ajoute à cela, bien sûr, une prise en charge, c'est-à-dire le langage doit être capable de prendre en charge le mécanisme transactionnel. Alors, avant de voir cet aspect du mécanisme transactionnel, alors on va voir ce que c'est une transaction. Alors, ce mot-là se trouve dans plusieurs domaines. Alors, vous parlez, on peut, par exemple, se référer à une transaction financière. OK. À une transaction bancaire, à une transaction immobilière. Mais ce qui nous importe, nous, c'est la définition de la transaction au niveau des bases de données. Alors, une transaction au niveau des bases de données a le schéma suivant. Elle a un début, puis cette transaction, c'est un ensemble d'opérations lecture-écriture, write-read. Après cela, il y a un test qu'on fait. Est-ce qu'on veut valider? C'est oui. Donc, la transaction est validée. Sinon, la transaction est annulée.
Donc ça, c'est un schéma général pour les transactions. N'importe quelle transaction a ce schéma-là. C'est-à-dire, elle a un début, et puis elle va agir sur un bloc de base de données. Ça veut dire qu'elle peut écrire dans le bloc et elle peut lire le bloc. Donc, et elle peut faire les deux. C'est-à-dire, soit c'est des opérations d'écriture, soit c'est des opérations de lecture, soit c'est des opérations à la fois écriture et lecture. Et là, si on prend par exemple un update, par exemple une mise à jour, une modification, donc au début, on va lire justement le bloc d'informations, le bloc de données sur lequel on va agir, on va essayer de faire la modification, et puis on va apporter la modification et l'écrire dans le bloc, et après on va essayer de valider, soit ne pas valider. Donc automatiquement, c'est ce schéma-là, donc elle est généralisée sur n'importe quelle transaction, que ce soit un ajout, par exemple d'un nuplé, ou une modification ou une suppression. Donc ça, c'est le mécanisme transactionnel. Alors, si on prend, par exemple, dans le temps, plusieurs transactions, par exemple, là, c'était 1, là, c'était 2, transaction 2, ça, c'est la transaction 3, ça, c'est la transaction 4, donc ça évolue dans le temps. Alors, bien sûr, après chaque transaction, on va se demander si on va valider ou on va annuler. Valider ou annuler, ainsi de suite. D'accord? Donc ça nous permet justement d'annuler une transaction et revenir à un état cohérent justement de la base de données. Donc ça, c'est le mécanisme transactionnel, c'est-à-dire offrir la possibilité de valider, la possibilité aussi d'annuler, la possibilité de valider à un certain point, etc. Donc dans n'importe quel langage, bien sûr, on vérifie justement aussi justement cette prise en charge justement du mécanisme transactionnel. Alors, si on revient à notre présentation, donc là, j'ai mentionné les deux grandes utilisations, c'est-à-dire utiliser le langage autant que langage de définition de données et utiliser le langage autant que langage de manipulation de données. Alors pour les utilisateurs, donc vous pouvez avoir des utilisateurs qui sont des spécialistes, des utilisateurs confirmés, par exemple comme les administrateurs, donc qui définissent le schéma logique, qui définissent les structures de stockage, les méthodes d'accès, les autorisations, les spécifications des contraintes, la maintenance de la performance, dans le contexte qu'on appelle le tuning. Et puis, on peut avoir une autre catégorie qui sont plutôt spécialisées dans tout ce qui est développement, conception et programmation d'applications, conception ou utilisation de ce langage qu'on vient de définir. Et puis, on a des utilisateurs naïfs, des utilisateurs qui ne sont pas confirmés, par exemple les opérateurs de saisie, les caissières, les secrétaires, etc. Alors, donc ça, on l'a déjà fait, c'est-à-dire on a analysé le besoin, on a fait une description conceptuelle, on est passé de la description conceptuelle vers la conception logique, c'est-à-dire on a défini un certain schéma de la base de données, et après on a essayé, suivant une connaissance préalable d'un système gestion base de données spécifique sur lequel on va développer notre base de données, on a conçu notre base de données physiquement. Alors, un petit point qui est très important, c'est que on envoie des requêtes. Donc là, j'ai oublié de mentionner les requêtes. Donc ça, ça sort un petit peu des contextes LDD, LMD ou LCD, et même aussi de la prise en charge des mécanismes transactionnels. Ça, c'est la récupération de données, c'est la consultation de données. Donc ça, c'est les interrogations qu'on fait. Donc ça s'appelle des requêtes. Alors pour une requête, donc il y a toujours une optimisation qui se fait. Donc l'optimisation de l'exécution de requêtes. Donc ça permet justement de revenir un petit peu, c'est-à-dire on décortique la requête et on essaie d'extraire les opérateurs relationnels qui existent à l'intérieur de la requête. On essaie de voir un petit peu les fichiers et les méthodes d'accès qui sont concernés, c'est-à-dire on essaie de voir est-ce qu'on a accès, est-ce qu'on n'a pas accès justement à ces données, et les fichiers où on peut avoir nos données. Et puis là, on passe ces données-là vers un tampon, c'est-à-dire vers une mémorisation temporaire. Et puis, c'est-à-dire en exécutant la requête, bien sûr, il y a une gestion des disques, c'est-à-dire là, on va enregistrer les nouveaux états, donc on a besoin de savoir les fichiers, aussi les accès aux fichiers-là, etc. Alors, ça définit, donc cette optimisation qu'on fait, chaque fois on envoie une requête,
Bien sûr, il y a la récupération des informations, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle la définition de données, c'est-à-dire on doit reconnaître les différentes colonnes, par exemple, concernées, et on essaie d'avoir un dictionnaire de données. Donc là, le dictionnaire de données, la notion du dictionnaire de données donc revient et ça nous simplifie justement la recherche des données. Et après, on va essayer de voir les opérateurs relationnels impliqués, essayer d'optimiser, c'est-à-dire essayer de voir est-ce qu'on peut, par exemple, avoir une autre configuration. On va le voir quand on va voir un petit peu l'organigramme ou la représentation graphique d'une requête. Alors, une fois qu'on a optimisé, bien sûr, on a ce qu'on appelle un plan d'exécution qui a été développé. Ce plan d'exécution, on le sauvegarde. Et chaque fois qu'on reçoit une requête qui est très similaire, automatiquement, on va réutiliser ce plan d'exécution qui a été optimisé. C'est-à-dire, c'est pas la peine d'optimiser une autre fois. Ce plan d'exécution existe, donc automatiquement, on va utiliser ce plan d'exécution. Alors maintenant, puisqu'on a étudié, on a fait notre étude conceptuelle au niveau justement de la conception, on a vu qu'au niveau MLT, on a choisi le niveau ou le modèle relationnel, le modèle qui se base sur les relations, le modèle qui se base sur les tables. Bien sûr, on va continuer notre étude dans ce modèle-là, c'est-à-dire on va voir justement ce modèle relationnel, comment on le traite au niveau des systèmes de gestion de base de données. Donc avant d'attaquer ça, bien sûr, donc la plupart du temps, donc on a des requêtes, donc on va définir les requêtes, on va voir des requêtes, mais toujours on trouve les requêtes dans un langage humain. Donc un langage humain, bien sûr, quand on parle d'un langage humain, c'est toujours un langage qui est très loin du langage machine. C'est très loin que notre machine comprend ce qu'on veut dire, par exemple, par une question. C'est-à-dire essayer par exemple, essayer de récupérer les étudiants qui sont nés entre telle date, etc. Donc, cette question, elle est compréhensible par un humain, mais elle n'est pas compréhensible, bien sûr, par une machine. Donc, on a besoin justement d'avoir une étape intermédiaire entre justement le langage humain et le langage machine. Bien sûr, là, ça nous permet justement de voir un petit peu ce contexte de logique, c'est-à-dire l'intermédiaire ou la meilleure façon de pouvoir passer du langage humain vers le langage, bien sûr, machine, c'est d'extraire la logique. Et quand je dis logique, bien sûr, il y a un langage mathématique qui peut interpréter justement cette logique. Donc, il y a une étape intermédiaire lorsque vous êtes confronté à une requête exprimée en langage humain. On doit passer par cette étape intermédiaire, c'est-à-dire extraire la logique, essayer de rédiger cette logique, et bien sûr, il ne reste que de faire des correspondances ou de faire des traductions entre la logique et le langage machine, le langage que comprend bien sûr la machine. Alors, pour cela, ce niveau mathématique, bien sûr, il est représenté par ce qu'on appelle justement des outils relationnels, c'est-à-dire il y a l'algèbre relationnelle, il y a l'algèbre de prédicat, et ces deux algèbres, ils vont servir justement pour donner cette logique, et la requête, elle est simplement traduisable justement au langage machine qu'on a choisi. Alors, avant d'aboutir justement à ce modèle relationnel, bien sûr, donc juste un petit rappel historique sur les modèles qui ont été définis avant d'aboutir à ce langage relationnel qui a été élaboré dans les années 70 par Cotte. Alors, il y a le modèle hiérarchique. Donc, le modèle hiérarchique, il définit toujours une hiérarchisation de données. Donc, l'enseignement, il se fait par unité et il concerne les étudiants. Les étudiants, donc là, on se réfère justement à un historique justement de sa scolarité. Et puis l'enseignant, donc, il enseigne des unités. Donc, on veut représenter ces relations, ces différentes relations. Donc là, si vous voulez, on a des casiers, si vous voulez. Et dans chaque casier, on va mettre les informations qui concernent, par exemple, les informations qui concernent l'enseignement. Sinon, donc, on les mettra dans étudiants. Sinon, on le mettra dans historique, etc. Mais si on veut se référer, par exemple, si on veut passer de l'historique à l'unité, donc il faut obligatoirement passer par l'enseignement, c'est-à-dire passer par le niveau supérieur. Donc ça, c'est ce qui donne des contraintes un petit peu pour nos modèles. Donc il y a une difficulté de passer, par exemple, d'une étape, d'un conteneur à un autre. Et puis on a essayé d'élaborer des passerelles, ce qui a défini le modèle réseau, c'est-à-dire des passerelles entre des niveaux.
qui permettent justement de simplifier cet accès. Par exemple, l'étudiant, on note par exemple le numéro d'étudiant, son nom, son adresse, et puis pour l'inscription, donc on a besoin de numéro d'étudiant, numéro d'unité dans laquelle il est inscrit, l'année d'inscription, ainsi de suite. Donc c'est inscrit ou pas, donc il y a un beau lien. Et puis les unités, on veut avoir une relation entre les inscriptions qui ont été faites et les unités ouvertes à l'inscription. Donc là, on a défini des passerelles. Mais ça reste toujours des modèles qui sont un petit peu caduques et qui ne peuvent pas donner une flexibilité et une fluidité. Alors, si dans ce contexte, si vous voulez avoir une bonne illustration, le modèle hiérarchique donc existe toujours dans l'explorateur, par exemple Windows. Donc, dans l'explorateur Windows, on essaie de voir, par exemple, les dossiers, les répertoires, et on a des sous-répertoires. Et les sous-répertoires nous permettent aussi de développer des sous-répertoires, ainsi de suite. Donc, on peut mettre des fichiers dans un sous-répertoire et d'autres fichiers dans un autre sous-répertoire, etc. Et pour passer, donc, il faut revenir à la racine pour pouvoir passer à un autre niveau, etc. Donc, on a gardé justement cette hiérarchisation dans certains contextes. Donc, dans le contexte que je viens de voir, c'est-à-dire là, on place des fichiers, par exemple, dans l'explorateur Windows, et aussi dans le registre Windows. Donc, dans le registre Windows, il y a des clés, et il y a des valeurs. Et à chaque fois, donc, on peut, par exemple, se renseigner sur une valeur d'une clé particulière, etc. Et puis, on a le modèle relationnel. Donc, le modèle relationnel, il est basé sur les relations qui ne sont rien d'autre que les tables définies mathématiquement. C'est-à-dire, dans les théories mathématiques, on a parlé des relations, et les relations donc, font appel à des tables. Donc, dans le modèle relationnel, vous voyez un petit peu le schéma. Donc, là, étudiant, dans la première ligne, donc, on a les différentes colonnes, c'est-à-dire la colonne qui se réfère au numéro d'étudiant, au nom, à l'adresse. Et puis, dans les autres lignes, donc on a les enregistrements ou là les nuplets. Les nuplets, c'est la définition justement qu'on va trouver au niveau des bases de données. Donc là, vous voyez un petit peu les différentes tables qu'on peut générer et ce modèle relationnel, donc ça a été édité à partir des années 70 par Cotte. Alors, on revient un petit peu justement à la définition théorique de ce modèle relationnel. Donc, ce modèle, il est bien basé théoriquement, il est bien fondé théoriquement. Et à chaque fois qu'on veut se référer à ce modèle, donc on peut justement revenir à ces bases théoriques, donc et on trouve la solution, etc. Donc, l'algèbre relationnelle va se baser sur justement la relation. La relation, c'est un ensemble de nuplets. Alors, on va la définir sous cette forme-là, c'est-à-dire A1 qu'on va mettre avec A2, A3, AN. Donc, cet ensemble, cet assemblage de nuplets, cet assemblage justement de nuples, donc nous donne justement une relation. Si on prend par exemple trois ensembles, l'ensemble des noms, ensemble des numéros de compte, l'ensemble des rues. Par exemple, là, on a chaque ensemble donc, est défini dans un domaine, donc c'est ce qu'on appelle un domaine. Alors, automatiquement, on peut justement générer des différents nuplets. Par exemple, Rachid avec 123, avec 9, Ali avec 235, avec Vieille, ainsi de suite. Donc, ça définit toutes les relations qui peuvent exister entre ces trois ensembles. Donc, ça, c'est la première base qu'on définit. Et puis, on définit le domaine. Donc, le domaine, c'est l'ensemble des valeurs que peut prendre justement un nuplet. Donc, automatiquement, ça donne les différents éléments de ce domaine. Par exemple, si on prend par exemple le domaine du numéro de sécurité sociale, donc c'est un numéro qui appartient justement à l'intervalle 10 à la puissance 13 jusqu'à 3 fois 10 à la puissance 13, par exemple. Si on définit un autre domaine, par exemple le domaine des noms, c'est les chaînes de 30 caractères, par exemple. Domaine des prénoms, donc c'est un domaine de chaîne de 20 caractères. Et là, on peut parler des domaines ouverts et des domaines fermés. Donc les domaines fermés, c'est là où on peut citer toutes les valeurs. Et dans les domaines ouverts, donc c'est des domaines où on ne peut pas citer toutes les valeurs. Par exemple, code postal, c'est un chiffre de 5 chiffres, là, une chaîne de 5 chiffres. Domaine des téléphones, des chaînes de 10 chiffres, par exemple. Des couleurs, par exemple, on peut se restreindre à ces 4 couleurs, le bleu, le vert, le rouge, le jaune, etc.
type de stage, opérateur, enquête, emploi à durée terminée, ingénieur adjoint, PFE, ce que vous voulez. Et puis, par exemple, domaine des titres, du chaîne de 200 caractères, ainsi de suite. Et puis, la relation, donc on vient de définir, donc c'est un sous-ensemble d'un produit cartésien de domaine. Donc on prend toutes les valeurs possibles, c'est-à-dire on essaie de combiner toutes les valeurs des différents domaines et on essaie de voir les différentes valeurs possibles. On définit aussi le degré d'une relation, donc c'est égal par définition au nombre de facteurs de ce produit cartésien. Si on a une relation entre deux, par exemple deux domaines, donc c'est le degré d'une relation c'est 2. Si on a une relation entre 3, donc le degré c'est 3, ainsi de suite. Et puis, donc là, donc on définit les différentes relations qui peuvent exister. Donc les personnes est de degré 5, par exemple. On a 5 domaines qui sont concernés. Les constituants, donc c'est les différentes colonnes, les différents attributs d'une relation. Voilà, donc là, les différents constituants, par exemple, la relation personne, donc numéro de sécurité sociale, le nom, le prénom, le code postal, téléphone, le stage, ainsi de suite. Et puis, on a la définition du nuplé. Le nuplé, c'est ce qu'on a défini au début. Donc, si on prend, par exemple, cette table-là, donc chaque enregistrement, chaque ligne représente un nuplé. Alors, parmi les attributs qu'on trouve dans une relation, il y a un attribut qui caractérise le mieux la relation, c'est ce qu'on appelle une clé. Donc, chaque fois qu'on trouve un attribut qui caractérise la relation, qui caractérise le nuplé dans la relation, donc chaque nuplé, cette clé doit être justement unique et doit être non nulle. Donc, il doit exister. Et ces valeurs-là, donc, peuvent caractériser. Donc, c'est des clés, si vous voulez, c'est des clés candidates. Donc là, vous voyez qu'on peut avoir une clé simple, comme on peut avoir une clé composée. Donc, il faut définir le stage à travers le numéro de sécurité sociale et le type de stage. Donc, les deux définissent justement le stage. Bien sûr, les schémas de relation, donc on va retrouver encore une fois les différentes constitutions de la relation à travers les différentes nuplées. Donc on peut justement générer les schémas de relation. Donc là, dans un schéma de relation, donc les différentes composantes A1, AN, donc sont les attributs. RA1 jusqu'à AN, donc ça constitue les schémas de relation. Et si on cherche par exemple les attributs de R, donc ça nous permet de donner l'ensemble des attributs. L'arité, donc c'est la cardinalité, c'est-à-dire le nombre des attributs dans une relation, et le domaine, donc elle est définie justement suivant la définition qu'on donne, c'est-à-dire soit c'est un domaine ouvert, soit c'est un domaine fermé, c'est-à-dire les différentes valeurs que peuvent prendre justement les différents attributs. L'instance de relation, donc vous avez toujours une relation, par exemple la relation employée, mais vous avez aussi l'instance, c'est-à-dire dans la vision tabulaire, on voit bien l'instance, c'est-à-dire l'ensemble de nuplés que constitue l'instance à un instant T, donc représente l'instance. Alors généralement, par convention, donc si on note par exemple une relation R, le schéma de relation R, l'instance, on la note par le petit r pour faire une différence justement entre l'instance et le schéma. Alors la métabase, ça c'est un point qui est très très important. Donc dans votre conception, vous définissez un certain nombre d'attributs, un certain nombre de relations, de domaines, etc. Mais le système gestion base données, lui, il ajoute justement certaines colonnes pour gérer, donc pour passer par des indexations, pour gérer, si vous voulez, les instances qui ont été, par exemple, les différentes nuplées qui ont été ajoutées, etc. Et si on prend l'exemple, par exemple, d'une métadonnée qu'on utilise pour les nuplées, il y a ce qu'on appelle le raw ID, par exemple, au niveau Oracle. Et ça représente une métadonnée qu'ajoute justement comme information le système. C'est-à-dire, nous, dans la conception, on n'ajoute pas ce raw ID, mais le système, il l'ajoute justement pour mieux gérer la base de données. Alors, si on essaie de résumer un petit peu ce qu'on vient de voir, donc, si on a une vision tabulaire, donc la première ligne, donc ça constitue le schéma, ce qu'on définit comme schéma, par exemple relation 1, donc A attribut 1, attribut 2, attribut N, et puis ça représente la table.
par exemple, à une km ligne, donc on a le nuplet ou le tuple, donc l'ensemble des valeurs que prend chaque attribut, donc ça constitue le nuple ou le tuple, et l'intersection justement du nuplet et de l'attribut, ça constitue ce qu'on appelle un champ. Donc ça définit le champ. Et puis on peut avoir, par exemple, cette information-là qui est déjà clé dans une autre relation. Donc ça représente ce qu'on appelle la clé étrangère. Donc le domaine, il est défini, si vous voulez, par les différentes valeurs prises par un attribut. Alors, bien sûr, la remarque que j'ai dit quand j'ai introduit justement cette partie, quand on essaye de développer un langage ou choisir un langage d'interrogation, bien sûr, on passe par cette étape, c'est-à-dire définir un langage pur. On choisit un langage pur pour mieux exprimer la logique, et puis on passe à un langage pratique, c'est-à-dire c'est le langage machine qu'on va utiliser. Alors, les langages pur, le langage mathématique qu'on peut utiliser. Donc, il y a deux grandes catégories. Il y a l'algèbre relationnelle et il y a le calcul par prédicat et qui se divise en deux. Donc, il y a le calcul relationnel par nuplet et le calcul relationnel par domaine. Par contre, dans les langages pratiques, donc au début, on a utilisé le SQL, le QEL, et puis on a utilisé le QBE. Et actuellement, donc le langage qui est plus universel et qui est plus utilisé dans différents systèmes de gestion de base de données, qui est le SQL, c'est-à-dire Structured Query. Donc, on va commencer par justement définir ces éléments, ces différents aspects de l'algèbre relationnelle. Alors, bien sûr, l'algèbre relationnelle, donc comme toute algèbre, donc il est basé sur des opérandes. Et les opérandes, c'est ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire les différentes nuplets, les différentes relations. Donc ça, les relations et les nuplets représentent le noyau justement de ces opérandes. Et puis, elle est basée aussi sur des opérateurs. Et dans l'algèbre relationnelle, on a 6 opérateurs de base. Quand je dis de base, ça veut dire que ces opérateurs peuvent être combinés pour donner ce qu'on appelle des opérateurs composés. Alors, pour les opérateurs de base, il y a des opérateurs qui sont unaires, c'est-à-dire qui agissent sur une opérande, c'est-à-dire une relation ou un nuplet, et d'autres qui sont binaires. Donc, je commence par les opérateurs unaires. Donc, les opérateurs unaires, il y a la projection. La projection, c'est une sorte de sélection, mais qui se fait verticalement, c'est-à-dire qui se fait sur la base du schéma, c'est-à-dire on sélectionne que quelques colonnes qui vont apparaître dans le résultat final, ou on procède par la sélection proprement dit, c'est la sélection horizontale cette fois-ci, et ça permet de sélectionner des nuplets. Des nuplets, bien sûr, qui répondent à une certaine condition. Et puis, il y a des opérateurs, bien sûr, donc il y a un autre opérateur binaire qui est le renommage aussi. Donc, ça permet, c'est un opérateur qui est très simple, qui permet de renommer la colonne ou renommer des colonnes. Et puis, il y a bien sûr les opérateurs binaires, donc il y en a 3. Donc, il y a le produit cartésien, donc qui permet de combiner deux relations, par exemple. Et il y a l'union qui permet de donner l'ensemble des éléments que contient deux relations, par exemple. Et il y a la différence, c'est-à-dire l'ensemble des relations qui existent ou l'ensemble des nuplets qui existent dans une relation, mais qui n'existent pas dans une autre. Donc, on va commencer à détailler justement ces opérateurs. Alors, pour l'opérateur projection, donc il est représenté par grand pi. Et en bas, on indexe, donc on met tous les attributs qui doivent apparaître dans le résultat final, par exemple A1 jusqu'à AK, de la relation R. Alors là, le R, bien sûr, c'est l'instance. Alors, ça représente quoi? Ça représente, quel que soit, bien sûr, I qui est entre 1 et K, bien sûr, il y a un sous-ensemble qu'on extrait et ça représente, bien sûr, cet sous-ensemble, bien sûr, appartient à l'ensemble des attributs de R. Alors là, si on voit par exemple l'action de cet opérateur sur la table employée, donc la table employée qui a le schéma nom, numéro de compte RU, bien sûr, si je projette sur nom, ça veut dire que je vais avoir une seule colonne qui contient, bien sûr, les différentes valeurs, les différentes nuplets. Alors, graphiquement, on représente justement cet opérateur, l'opérateur justement de projection, par ça, c'est-à-dire R qui devient T, et là, on cite les différents attributs qui doivent apparaître dans le résultat T. Alors, si on prend par exemple un X, un schéma Y, une partie de X, la projection sur Y qui est inclus dans X d'une relation Rx et la relation, bien sûr, pi. Et là, on fait apparaître cet sous-ensemble Y de R de X.
Donc ça, c'est, si vous voulez, un petit peu la modélisation mathématique justement de cet opérateur de projection. Donc là, on peut aussi choisir, par exemple, une autre, là, pour la démontrer, on choisit un autre sous-ensemble Z qui est égal à Y, et on essaie de vérifier que justement Y, il est unique. Donc ça permet de définir justement une restriction verticale. Donc si on prend par exemple un autre exemple, R qui contient pièces, fournisseurs et projets. Bien sûr, si on projette sur Y qui est pièces et fournisseurs, donc là, on n'aura que deux colonnes qui représentent pièces et fournisseurs. Donc c'est un opérateur qui est très simple, même la définition mathématique, donc il est très simple. Alors deuxième opérateur, c'est l'opérateur sélection. Donc l'opérateur sélection, ça représente en résultat final les différentes nuplées qui répondent à une condition, bien sûr. Alors cette condition, donc elle a différentes formes. Mais cette condition, en général, elle est toujours décomposable en conditions élémentaires. Et quand je dis condition élémentaire, bien sûr, la condition élémentaire, elle est toujours représentée par cette forme-là, c'est-à-dire soit on a cette première forme de la condition élémentaire, la comparaison de attribut I avec attribut J, ou la comparaison d'attribut I qu'on compare avec une valeur constante. Alors là, θ, c'est un comparateur arithmétique qui peut être soit une égalité, soit une différence, soit supérieur ou égal, inférieur ou égal. Donc ça, c'est un opérateur très simple, c'est un opérateur de comparaison arithmétique. Donc, chaque fois qu'on est devant, donc ça représente la forme de la condition élémentaire. Alors, quelle que soit une condition, donc il est toujours décomposable en condition élémentaire. Donc, je peux avoir, par exemple, une condition qui est décomposable en condition élémentaire 1, condition élémentaire 2, condition élémentaire 3. Alors, si on essaie de voir un petit peu le résultat d'une condition élémentaire, que ce soit la première forme, c'est-à-dire on compare deux colonnes, deux attributs, on compare une colonne ou un attribut avec une valeur. Donc, dans les deux cas, le résultat, c'est toujours soit cette condition est réalisée, soit cette condition n'est pas réalisée. Alors, s'il est réalisé, bien sûr, ça donne un résultat vrai. S'il n'est pas réalisé, ça donne un résultat faux. C'est-à-dire, s'il est réalisé, bien sûr, on va extraire ce nuplet qui réalise la condition. Si la condition n'est pas réalisée, bien sûr, on ne va pas extraire ce nuplet qui ne réalise pas la condition. Donc, le résultat, c'est un résultat qui est boolien. Alors là, on est devant des opérations qui font impliquer, justement, des éléments booliens. Et pour finaliser notre décomposition, bien sûr, on a besoin de connecter. On a besoin d'un connecteur. On doit connecter la condition 1 avec la condition 2, avec la condition 3. On a besoin d'un connecteur. Donc, on a besoin d'un connecteur que je représente par gamma. Et ce connecteur, puisqu'on a des éléments booliens, automatiquement, ce connecteur ne peut être qu'un connecteur boolien. Donc, soit c'est un connecteur qui représente, donc quand je dis par exemple condition 1 et condition 2, c'est-à-dire je m'attends à ce que condition 1 et condition 2 se réalisent à la fois, c'est-à-dire 1 pour avoir un 1, ou je peux avoir un autre cas où, par exemple, condition 1 et condition 2, il suffit d'avoir une seule condition qui se réalise pour avoir un résultat final, justement, qui donne une réalisation, c'est-à-dire qui donne une extraction de nuplet. Alors là, on a besoin soit d'un AND ou d'un OR. Alors, au niveau algèbre relationnel, on appelle le AND, le et s'appelle une conjonction et le OR s'appelle une disjonction. Et ils ont une autre représentation. Alors, pour la conjonction, on le représente de cette façon-là. Il faut bien se rappeler que ça représente un AND. Et puis, on a la disjonction. Donc, ça, c'est la conjonction. Donc, elle est équivalente à AND. Et là, c'est la disjonction. C'est l'équivalent de OR. Donc là, c'est la conjonction, la disjonction. Un autre connecteur donc on peut utiliser, mais c'est pas dans ces cas-là, mais on peut par exemple avoir une condition qui est
Le complémentaire de l'autre condition, ça donne justement le nom, le nom. Donc, ça donne le complémentaire. Donc, on le représente justement par ça. Donc, ça nous donne une idée sur comment on arrive à constituer une condition sur la base de conditions élémentaires. Donc la condition, quelle que soit la forme de la condition, par exemple, si on vous dit que on veut récupérer les étudiants qui sont nés entre une première date et une deuxième date, donc déjà dans cette approche, on a deux conditions. Il faut que la date de naissance soit inférieure, par exemple, à une date, et il faut que la date de naissance soit supérieure. Donc là, j'ai utilisé et il faut, c'est-à-dire là, on a une conjonction. Et par exemple, il faut que dans l'adresse de cet étudiant, donc on va essayer justement de choisir les étudiants qui sont issus de Casablanca, par exemple. Donc là, on a une troisième condition. Donc là, on a une composition de conditions et à chaque fois, on a besoin de connecter ces conditions-là. Donc ça, justement, le point qui concerne les conditions. On revient à notre modélisation. Donc on a dit que la condition peut s'écrire sous ces formes-là, c'est-à-dire soit on compare attribut I avec attribut J ou on compare attribut A avec une constante. Avec θ, un opérateur donc qui représente un opérateur de comparaison arithmétique qui soit le égal, le différent, le inférieur, supérieur, inférieur, égal. Et puis, on a un connecteur, donc on utilise un connecteur de conjonction ou de disjonction. Alors pour la représentation graphique, donc je rappelle que cette représentation graphique elle est très utile dans l'optimisation de la requête, c'est-à-dire on trace le schéma de la requête et on essaie de voir est-ce qu'il y a possibilité d'optimiser. Donc c'est à travers justement cette représentation graphique. Donc dans cette représentation graphique, on a justement la représentation de la condition sous forme de justement d'un trapèze. Donc on trace et là à l'intérieur on met la condition. Alors bien sûr, donc ça aussi, donc on peut vérifier les différents éléments d'une conjonction. Donc ça, c'est la vérification mathématique. Et puis, si on prend un exemple, par exemple, dans notre relation, dans notre table, il y a classe, nom, ville, date de naissance et le sport pratiqué. Donc si on fait, c'est-à-dire on essaie d'extraire de telle façon à ce que les étudiants ont comme ville, par exemple, Marseille, la date de naissance, elle est inférieure au 31 août 1979 et qu'elle pratique par exemple un sport qui est le judo ou par exemple pratique le sport football. Donc ça c'est la condition. Donc automatiquement la requête va nous récupérer justement le nuplé qui contient 6 Paul Marseille 06 donc c'est inférieur donc ça vérifie que c'est inférieur justement au 31 août donc ça c'est le 6 juillet 1979 et puis le sport c'est football donc ça rentre justement dans les conditions. Donc ça, c'est aussi important. Alors, un autre exemple de sélection. Donc là, dans la condition, on a mis que le nom est égal à Ahmed. Donc automatiquement, là où il y a Ahmed comme nom, donc le nuplé a été retourné. Donc ça, c'est l'effet, c'est l'impact justement de cette sélection. Alors pour l'union, la différence, l'intersection, c'est des opérateurs qu'on appelle opérateurs binaires. Alors ces opérateurs-là, donc, ils auront justement cette forme-là, c'est-à-dire c'est l'ensemble des nuplés T, tel que ce nuplé appartient à R ou appartient à S. Ça, c'est pour l'union. Par contre, pour la différence, c'est l'ensemble des nuplés T, tel que T appartient à R et T n'appartient pas à S. Tandis que dans l'intersection, donc l'intersection, c'est un opérateur qui n'existe pas parmi les opérateurs de base. Mais là, je l'ai cité pour justement dire que ça représente, ils ont les mêmes représentations. Et on peut aussi le calculer à partir justement de l'union et de la différence. C'est-à-dire on peut les déduire, c'est-à-dire l'intersection, on peut les déduire à partir de ces deux opérateurs. Donc ça, c'est l'ensemble des nuplés T, tel que T appartient à R et T appartient à S. Alors la représentation, donc on a toujours un cercle à l'intérieur, on met soit l'opérateur union, soit l'opérateur intersection, soit la différence. Et il faut faire attention, il faut que les attributs de R sont les mêmes que les attributs de S. Donc il faut faire attention justement à cette condition-là. Alors,
si on prend par exemple ces exemples-là, donc on a R qui est représenté par l'uniplet alpha 1, alpha 2, bêta 1, S par alpha 2, bêta 3. Alors, dans la différence, c'est-à-dire les éléments qui existent dans R et qui n'existent pas dans S, donc on remarque que ce qui n'existe pas dans S, c'est justement le alpha 1 et le bêta 1. Donc on va retrouver le alpha 1 et le bêta 1. Ce qui existe dans l'union, donc bien sûr, tout ce qui est commun, c'est-à-dire alpha 1, donc on aura alpha 1, alpha 2, bêta 1. Donc alpha 2, donc ça existe déjà, donc on va ajouter le bêta 3. Et ce qui existe dans l'intersection, c'est alpha 2. Donc ça, c'est très simple. Donc pour pouvoir utiliser. Donc avant d'attaquer ça, alors pour l'utilisation, donc si par exemple on se demande de voir de récupérer les propriétaires des véhicules qui ne sont pas de couleur jaune. Donc automatiquement, on va penser justement à utiliser ces opérateurs. Donc on va essayer de voir l'ensemble. Le premier ensemble, c'est l'ensemble des propriétaires de toutes les voitures. Et à partir de ces propriétaires, bien sûr, on va extraire l'ensemble des propriétaires des voitures de couleur jaune. Donc automatiquement, il y a une différence donc on doit mettre entre les deux ensembles et ça permet de répondre à la requête. Alors pour le produit cartésien, donc ça c'est la première idée, c'est-à-dire d'une façon un petit peu naïve, c'est on a deux tables qui sont impliquées dans notre requête. Donc la première des choses à faire, c'est de le combiner. Alors, bien sûr, le système ne va pas essayer de chercher la compatibilité des différents nuplets, mais elle va essayer de faire la combinaison de tous les nuplets avec, par exemple, tous les nuplets de la première table avec tous les nuplets de la deuxième table. Donc, il a cette expression-là, c'est-à-dire le produit cartésien entre R et S, c'est tout simplement la concaténation des deux nuplets T et V, tels que T appartient à R et V appartient à S. Ça veut dire, cette expression mathématique va nous imposer de combiner tous les nuplets de la table R avec tous les nuplets de la table S. Alors, même s'ils ne sont pas compatibles, il faut les combiner. Donc ça, c'est de façon naïve, c'est ce que fait le système d'ailleurs. Donc quand vous êtes devant deux tables, le système va essayer de passer par toutes les combinaisons. Donc ça, c'est une idée qui est très très naïve. Alors, cette opération donc n'est pas définie si, bien sûr, attribut de R, intersection attribut S est différent de 0. Donc, c'est les différents de 0, bien sûr, on ne peut pas définir justement c'est-à-dire cette relation, la relation de produit cartésien. C'est-à-dire on doit essayer d'avoir dans l'ensemble d'intersection entre le R et le S, ce qu'il y a des éléments communs. Donc on doit avoir des éléments communs, comme ça on pourra passer par justement un produit cartésien. Donc ça, le produit cartésien entre S et R, ça va nous donner le T. Donc là aussi, donc c'est la même définition qu'on a fait mathématiquement. Donc on a l'ensemble T et l'ensemble S, donc S et T. Donc si on essaie justement de représenter le produit cartésien. Donc là, on va par exemple combiner écro A avec écro Pierre. Donc là, écro A avec écro Pierre, écro B, écro A encore une fois avec écro Paul. Donc là, écro A avec écro Paul, écro A avec Bolan Alice. Et puis on passe au deuxième, écro B avec écro Pierre, ainsi de suite. Donc ça, c'est la définition justement du produit cartésien, c'est-à-dire on est passé par tous les éléments, c'est-à-dire on a combiné le premier nuplet avec tous les nuplets de T, et puis on est passé au deuxième, on l'a combiné avec tous les nuplets de P, ainsi de suite. Donc là, on a fait toutes les combinaisons possibles. Un autre exemple un petit peu simplifié, donc si on prend A, R et S, A, B, C, D, E, donc on va les mettre A, B, C, D, E et automatiquement on aura toutes les combinaisons, c'est-à-dire on a fixé le R, c'est-à-dire le premier nuplet alpha 1 et on l'a combiné avec tous les nuplets de S et puis on est passé au deuxième nuplet de R et puis on l'a combiné avec tous les nuplets de S. Alors pour le renommage, c'est très facile, c'est-à-dire on donne un autre nom, attribut I, qu'on l'a renommé en attribut prime I, et ça nous donne justement une nouvelle table avec un nouveau schéma. C'est-à-dire ça permet de changer le nom sans changer le domaine ou la sémantique, c'est-à-dire la signification. C'est-à-dire là, on a changé A en B, donc automatiquement ça donne ça.
Alors maintenant, on peut composer les opérateurs, c'est-à-dire on peut par exemple appliquer un opérateur sélection sur R avec la condition B égale à 20, et puis sur ce résultat-là, on applique justement l'opérateur de projection A, et là, ça nous permet de dire que l'algèbre relationnelle est un langage fermé, donc les opérateurs permettent de générer, c'est-à-dire on peut se baser sur une relation ou deux relations, et ça permet de générer autant d'éléments où il y a autant d'opérantes. Alors, pour justement illustrer ce contexte de composition, donc on va voir un petit peu ce petit exemple de cours. Ce petit exemple va nous permettre justement de bien comprendre comment on arrive à composer. Alors, on prend deux schémas de relation. Donc, le premier schéma, c'est titulaire, l'identifiant du titulaire, le nom, l'adresse. Deuxième schéma, c'est le compte. Alors, numéro de compte, le solde et l'identifiant des titulaires, justement, du compte. Alors, on va essayer de voir. Donc, le compte de numéro NUM appartient au client identifié par identifiant id titulaire. On veut avoir le numéro, le solde et le nom du titulaire de chaque compte débiteur. Donc, comme je l'expliquais auparavant, on aura toujours une requête exprimée en langage humain, et à chaque fois, vous devez trouver la logique à l'intérieur justement de cette requête. Donc, c'est l'exercice qui sera fait, bien sûr, qui doit être établi. Alors, la première des choses, c'est toujours de voir est-ce qu'on a la possibilité d'avoir le schéma impliqué. Donc là, on voit bien que on nous demande d'avoir le numéro, le solde et le nom du titulaire. Alors, si on représente ça, c'est-à-dire on aura besoin NUM, solde et le nom titulaire. Alors, voyez là qu'on a un schéma à chercher. Et dans ce schéma, on voit que numéro et solde appartient à cette table-là, c'est-à-dire appartient à la table compte, tandis que nom appartient à la table titulaire. C'est-à-dire cette requête implique deux tables. C'est-à-dire la première des choses, c'est d'avoir une source de données qui est compatible, une source de données dans laquelle on peut chercher les éléments. C'est-à-dire on doit combiner ces deux tables. Quelle est la manière qui permet justement de combiner ces deux tables? Alors, si on revient aux opérateurs de base, on voit que parmi les possibilités qu'on a pour combiner deux tables, il y a le produit cartésien, bien sûr. Donc, le produit cartésien, il permet de combiner deux schémas. Par contre, si on essaie de voir un petit peu les opérateurs binaires, ces opérateurs ne permettent pas de combiner les schémas. Ils permettent de combiner des instances, mais ils ne combinent pas les schémas. Par contre, le produit cartésien, c'est le seul élément qui va nous permettre de combiner justement les deux tables. C'est-à-dire là, on doit passer par un produit cartésien. Donc, dans un premier temps, on va passer par un produit cartésien, c'est-à-dire compte, produit cartésien titulaire. Alors, bien sûr, donc si on essaie de faire un petit exercice et voir les combinaisons qu'on pourra avoir, par exemple, A25 Ahmed, rue Neuve et 120, 25 234 et A25, et puis A25 Ahmed, rue Neuve, 135 moins 100 et A25, A25 avec 275, 230, et là on aura B212. C'est-à-dire les premières combinaisons qu'on fait, A25 Ahmed et les deux nuplés, c'est des combinaisons où l'IDE est le même. Identifiant titulaire est le même. C'est-à-dire ID est égal à identifiant titulaire. Donc ça donne une compatibilité. C'est-à-dire, logiquement, c'est des combinaisons qui sont compatibles. C'est des combinaisons qui sont réalisables. Mais la troisième combinaison, c'est-à-dire le A25 avec le B212, ça nous donne une incompatibilité. C'est-à-dire, là, on se renseigne sur le titulaire, mais on lui fait concaténer des informations sur un compte qui n'est pas justement sans compte. C'est-à-dire, c'est pas le compte de Ahmed. C'est des informations sur un compte qui n'est pas le compte de Ahmed. Et ça nous donne justement un nuplet qui n'est pas compatible. D'accord? Donc là,
ça veut dire que cette combinaison, on n'a pas besoin de cette combinaison. On peut accepter les premières combinaisons, ok, mais la troisième combinaison, on ne peut pas l'accepter. C'est une combinaison qui n'est pas compatible. Alors, pour faire, c'est-à-dire pour donner justement une logique au travail qu'on va faire, on va dire que vous pouvez faire des combinaisons, c'est-à-dire réaliser le produit cartésien, mais faites les combinaisons qui sont compatibles, c'est-à-dire faites les combinaisons qui nous donnent cet identifiant-là, on va le retrouver justement dans la deuxième table comme identifiant titulaire. Ça veut dire que ça nous donne une condition. Cette condition, c'est quoi? C'est que identifiant est égal à identifiant titulaire. D'accord? Ça, c'est important. Et l'opérateur qui réalise ça, c'est l'opérateur sélection. Donc là, on a besoin de sélectionner de telle façon à ce que identifiant égale identifiant titulaire. Donc ça, c'est la remarque qu'on vient de faire. C'est-à-dire, il suffit de passer par un produit cartésien et après sélectionner, garder que les nuplés qui réalisent cette condition. Donc automatiquement, sur la base justement du produit cartésien qu'on fait. Alors, ça, c'est important. C'est-à-dire, comment arriver à chaque fois à filtrer, à donner une compatibilité, à donner une logique à cette opération. C'est-à-dire ça, c'est une opération qui permet de combiner deux tables et après filtrer et garder que les lignes qui sont compatibles. Alors on va voir que ces deux opérations, bien sûr, elles ont une forme qui est très utilisée, c'est l'opérateur dérivé. C'est un opérateur composé qu'on appelle opérateur jointure. Donc ça, on va le voir après. Donc ça, c'est juste pour vous dire que pourquoi on est arrivé à avoir besoin de faire cette combinaison, justement parce qu'on doit filtrer, on doit avoir une compatibilité dans justement l'extraction du nuplé. Donc là, on a justement une table avec des différentes nuplés qui sont compatibles. Donc on peut appliquer maintenant la deuxième partie de la question, c'est-à-dire chercher les titulaires des comptes débiteurs. Donc ça, c'est important, ça c'est la deuxième partie de la question. Et cette deuxième partie nous donne une signification qu'on doit l'interpréter. C'est-à-dire, les comptes débiteurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le solde est inférieur à 0. C'est-à-dire, ces comptes ne sont plus à crédit, mais ils sont à débit. Donc, ils ont plutôt un solde qui est inférieur à 0. Donc, on interprète justement ce compte débiteur par le fait que solde est inférieur à 0. Donc, c'est ce qu'on va retrouver ici. C'est-à-dire, on va appliquer encore une fois une autre sélection. Et la condition dans cette sélection, c'est que solde, elle est inférieure à 0. Donc là, on a deux conditions, la première condition, la deuxième condition, sur la base de produit cartésien. À la fin, on va projeter, c'est-à-dire projeter sur nom, donc c'est ce qu'on vient de nous donner, le nom, le numéro, le solde. Donc le nom, le numéro, le solde des opérations, des différentes opérations qu'on vient d'effectuer, et ça va permettre de répondre, c'est-à-dire ça va donner une écriture logique. Donc rapidement, je vais essayer de rédiger tout ça, donc d'une façon un petit peu plus claire. Alors, au début, donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a cherché, donc, R1, le résultat 1. Donc, c'est quoi? C'est le produit cartésien du compte avec titulaire. Donc, je rappelle qu'à ce niveau-là, donc, on a un schéma. Donc, si vous voulez, donc, on a un numéro de compte, on a solde, on a identifiant titulaire, et puis, on va ajouter le schéma du titulaire, c'est-à-dire le nom, l'identifiant, le nom et l'identifiant. Donc là, on va essayer de revoir un petit peu notre table. Le nom, l'identifiant et l'adresse. Alors, dans ce schéma-là, vous voyez bien que identifiant titulaire et identifiant veulent dire la même chose. Ils ont la même sémantique. Alors, bien sûr, ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer d'égaler. Alors là, R2, c'est égal à quoi? Donc, R2, c'est égal, bien sûr, l'opérateur sélection, avec la condition identifiant est égal à identifiant titulaire de R1, de ce produit cartésien. D'accord? Deuxième condition, donc là, je peux m'arrêter et dire que R2, c'est aussi compte titulaire, jointure titulaire.
Donc après, on va essayer, chaque fois où on est devant la même situation, on va dire que on va faire une projection, on va faire une jointure entre cette table-là et cette table-là. Donc ça, c'est un nouveau opérateur, c'est un opérateur composé, comme vous voyez, qui s'appelle jointure. Alors après R3, alors maintenant, on va appliquer la deuxième condition, c'est que solde est inférieur à 0, justement de R2. Après, donc R4, c'est égal à la projection sur nom, numéro de compte et solde de R3. Donc ça, c'est le résultat final, si vous voulez. Vous pouvez aussi remplacer R3 dans R2 et dans R1, etc. et avoir le résultat final. Donc ça permet de définir justement, ou là, de répondre d'une façon logique, c'est-à-dire dans tous ces éléments-là, vous définissez une logique et vous interprétez la requête qui a été écrite en langage humain dans le langage machine. Voilà donc jointure, bien sûr, jointure c'est un opérateur composé, donc mais elle a quand même justement un sens, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? On va essayer justement de chercher tous les nuplets tels que on va combiner TR de R et TS de S, et puis on va les combiner TR, TS qui va appartenir à la jointure, si seulement si elle existe un A tel que l'attribut A dans TR, elle est égale à l'attribut A dans TS. C'est-à-dire ça, c'est la condition de jointure. Alors la jointure, donc, on l'exprime graphiquement de cette façon-là, en ajoutant la condition de jointure. OK, donc la définition de jointure, comme on vient de le voir, on peut effectuer bien sûr les jointures. Et là, par exemple, si la jointure se base sur le fait que B, alors là, c'est un autre contexte, je vais expliquer après. Alors la jointure qu'on vient d'expliquer, c'est ce qu'on appelle l'équijointure. Mais la jointure, il a une définition générale, c'est-à-dire on peut utiliser un opérateur de comparaison, quel que soit l'opérateur de comparaison que vous pouvez utiliser dans la condition, et il définit un type particulier de jointure. Alors pour les jointures qui utilisent les autres comparateurs, on les appelle les θ-jointures. Elles ont d'autres contextes qu'on peut expliquer dans d'autres exemples. Alors, un exemple de jointure, donc par exemple la table temporaire 1, donc là on a entre A, R et S, donc qui ont les schémas A, B, S qui a le schéma B, C, donc R jointure S, donc ça donne justement, voilà, donc là, donc là c'est le principe de non-redondance, donc dans une même combinaison, on ne peut pas faire cohabiter B dans la jointure. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on renomme B soit dans l'une ou dans l'autre. Donc là, on renomme B en B1 et puis on effectue un produit cartésien avec la nouvelle table et puis on fait la sélection de telle façon à ce que B égale à B1 et puis on fait la projection. Donc ça, c'est une jointure donc qu'on arrive à réaliser. Alors voilà donc un petit résumé sur l'ensemble des opérateurs qu'on vient de voir. Donc l'opérateur restriction ou sélection, parfois sélection on l'appelle aussi restriction. Donc on sélectionne des tuples. Donc là, la manière avec laquelle on représente, c'est sigma condition R. L'opérateur projection, donc on sélectionne cette fois-ci, donc ça c'est une sélection horizontale. Donc on sélectionne les attributs. Donc pi attribue l'ensemble des attributs de R. Et puis l'union, donc ça permet de fusionner les extensions de deux relations, l'intersection, la différence, le produit cartésien, et il y a deux opérateurs qui sont des opérateurs composés, donc la jointure et la division. Alors sur cette partie-là, donc je viens de la terminer et je vous donne rendez-vous dans la prochaine capsule.